Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour cet atelier que nous allons démarrer. Tout de suite, je suis Pascal Nicole du cabinet La Suite dans les idées, un cabinet qui est spécialisé dans la concertation et qui travaille avec Epicéum, qui anime ces journées. Mon rôle va tout simplement consister à répartir la parole entre nos différents intervenants et à leur transmettre vos questions, vos avis, vos observations. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Nous allons donc parler de gestion urbaine. C'est un atelier qui est intitulé Bien gérer les quartiers rénovés, la priorité pour un meilleur cadre de vie. 4 intervenants sont avec nous. Un élu, Martial Alvarez, que je salue, maire de Port-Saint-Louis et chargé de la politique de la ville et du renouvellement urbain à la métropole Aix-Marseille-Provence. À Rennes, nous retrouverons Cécile Bellard Duplantis, directrice générale d'Archipel Habitat. Bonjour. À Angers, nous avons Pascal Gauthier, qui est chef de projet à la direction aménagement et développement des territoires à Angers-Loire Métropole. Je vois qu'il fait un temps mitigé partout, mais c'est normal. Et puis, un grand témoin, Jean Bouvier, formateur à l'école de la rénovation urbaine. Bienvenue à tous. En régie, l'équipe de l'ANRU est avec moi, Alice Collet et Olivier Quinton, qui sont prêts à prendre en compte vos réactions. Bien gérer les quartiers, donc c'est parti. On va parler de la vie quotidienne et du cadre de vie des habitants des quartiers prioritaires. C'est la première fois que ce sujet est traité sous forme d'un atelier spécifique au sein des journées de la rénovation urbaine. Et pour prendre tout de suite la température, je vais lancer une première question qui va s'afficher sur votre écran, donc soyez attentifs. Sur ce sujet de la gestion urbaine, pensez-vous que ce thème est suffisamment pris en compte dans les quartiers prioritaires où vous intervenez? La réponse est donc très simple. Oui, elle est suffisamment prise en compte. Non, elle n'est pas suffisamment prise en compte. On prendra vos réponses dans quelques minutes. Et pendant tout l'atelier, pendant toute l'heure qui va se passer, bien sûr, vous pouvez réagir quand vous le souhaitez. En attendant, je vais donner la parole à notre grand témoin, Jean Bouvier. Quelle est l'attente de l'ANRU concernant la gestion urbaine, Jean Bouvier? Qu'est-ce qui a en particulier évolué depuis le premier programme? Alors, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, de mon point de vue, il y a 4 choses qui ont bougé. Je vais prendre les choses du plus anecdotique au plus sérieux. Alors, la première chose, c'est si on compare les 2 règlements de l'ANRU, celui du premier et celui du deuxième programme, on notera que la gestion urbaine est passée d'un statut de critère d'appréciation du projet urbain à un critère de recevabilité. On peut se dire, bravo, la gestion a pris du poids puisqu'elle est dans les critères de recevabilité du projet urbain. Alors, au moins sur le papier, mais enfin, c'est important. Donc, deuxième chose, on est sur le terme de gestion tout court. Dans le précédent programme, on parlait de gestion urbaine de proximité, qui est le terme classique porté par la politique de la ville. Et là, on est venu sur la gestion tout court. Sans doute parce que, ça c'est mon interprétation, on évite toute ambiguïté. Quand on parlait de gestion urbaine de proximité, on pouvait penser que c'était quelque chose de particulier, de compliqué, que certains d'ailleurs ont mal compris, au sens où on voit dans certaines démarches une gestion urbaine de proximité qui ne concernait pas, par exemple, le bailleur. On était sur les espaces extérieurs, on ne rentre pas dans les immeubles, ce qui est un contresens assez important. Quand on parle de gestion tout court, on est sûr au moins, je pense, que tout le monde est concerné. Les collectivités, le bailleur, les copropriétés aussi qui gèrent, et l'État. L'État est un gestionnaire important des quartiers. La police, la justice, l'éducation nationale participent de la vie des quartiers. Donc voilà, la gestion concerne tout le monde. Troisième point dans l'évolution, peut-être, cette notion de projet de gestion. Alors sur le projet de gestion, là encore, c'est mon interprétation, mais je pense que l'ANRU a tiré les leçons de l'expérience. Et l'expérience, c'est quoi? C'est un certain nombre de démarches, d'expérimentations qui ont permis de tester justement l'approche projet appliquée à la gestion urbaine, et qui a eu un certain nombre de réussites, de succès. Je pense que la méthode projet est tout à fait applicable à la gestion urbaine et effectivement lui apporte peut-être plus d'efficacité. D'où le terme de projet. Et puis après tout, on pourrait se dire pourquoi réserver le terme de projet au renouvellement urbain? On pourrait très bien l'appliquer à la gestion. Et de fait, ça me paraît intéressant. Voilà.
Merci. Gestion urbaine, donc gestion tout court. Vous m'avez coupé, mais j'avais... Pardon, allez-y, allez-y. Il y avait un quatrième point, excusez-moi. Oui, oui, si. Alors, non, mais parce que sur le fond, c'est le plus important. Dans le précédent programme, on avait une volonté d'améliorer la gestion urbaine existante, la gestion urbaine de proximité. Amélioration sensible et immédiate, disait le précédent règlement. Aujourd'hui, on est passé sur une volonté toujours d'amélioration. Alors, elle est peut-être un peu implicite, mais elle reste présente, à mon avis, et elle est très importante. Il faut améliorer le quotidien des habitants, je vais dire indépendamment du renouvellement urbain sur le quartier. Et puis, il y a une deuxième dimension, un deuxième enjeu, qui est l'enjeu d'adaptation. C'est-à-dire que la gestion doit pouvoir s'adapter aux transformations du quartier en renouvellement urbain. Alors, transformation à deux égards. Un premier qui est lié au chantier, à la transformation du quartier avec tous les chantiers qui vont se développer, et la gestion doit pouvoir continuer ou assurer une continuité de service. Pendant qu'il y a plein de chantiers, il faut assurer la collecte des ordures ménagères, la desserte des transports en commun, etc. Donc il ne s'agit pas de la gestion des chantiers, mais de la gestion du quartier en chantier, à laquelle il faut réfléchir et sur laquelle il faut se préparer. Puis il y a un deuxième aspect qui est effectivement lié à toute la transformation aux livraisons d'ouvrages nouveaux qui vont se faire dans le cadre du renouvellement urbain. Et là, il faut de la même façon anticiper, préparer toute cette arrivée de nouveaux aménagements, de nouveaux ouvrages, pour qu'ils soient pris en gestion correctement, appropriés par les habitants et que le renouvellement urbain soit ainsi pérennisé, selon l'expression consacrée, par la gestion ou grâce à la gestion. Voilà un petit peu les points forts, me semble-t-il, des attentes de l'ANRU sur la gestion urbaine aujourd'hui. Très bien, on va essayer donc de parler de gestion et un peu moins de gestion urbaine, gestion globale donc. Et bien sûr, avant d'aller dans les différentes régions, on va peut-être donner tout de suite le résultat du premier sondage, de cette petite question qu'on vous avait posée. Eh bien, on voit que la question de la gestion urbaine n'est pas encore suffisamment prise en compte. Pour ceux qui sont avec nous, en tout cas, ils sont plus de 8 sur 10 à dire que non, la gestion urbaine n'est pas encore suffisamment prise en compte. Oui, quand même, presque 20%, mais c'est évidemment insuffisant. On va voir que ça progresse quand même dans nos quartiers. On va commencer d'ailleurs par Martial Alvarez, puisque vous êtes un élu de Marseille-Provence, la grande métropole du Sud, et vous êtes en charge de cette gestion des quartiers, de la rénovation et du renouvellement urbain. Donc, comment vous voyez cette gestion sur votre territoire ? Bonjour à tous tout d'abord. Oui, en effet, je suis vice-président de cette grande métropole d'Aix-Marseille-Provence en charge de l'emploi, de l'insertion et de la cohésion sociale et territoriale. Et donc, je m'occupe de ces sujets de renouvellement urbain et de politique de la ville. Avant toute chose, je veux dire que je suis aussi maire d'une commune d'un peu moins de 9000 habitants. Et au quotidien, quand on est un élu de proximité, un élu local, on est confronté à ces enjeux de gestion urbaine de proximité parce que les habitants des quartiers qui ne sont pas forcément les habitants des quartiers qui soient ou qui relèvent des nouveaux programmes de rénovation urbaine, ni même des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont sans cesse en train de rechercher comment leur quotidien est géré et par qui il est géré, parce que la multiplicité des acteurs, des fois, pose des questions immédiatement complexes à répondre. Qui s'occupe des espaces verts, qui s'occupe des voiries, comment on s'occupe d'évacuer les encombrants, comment on peut améliorer la desserte de ces quartiers. Enfin, on peut mesurer que c'est vraiment une préoccupation première des habitants, leur vie quotidienne. Donc évidemment, on s'aperçoit que lorsque l'on intervient sur ces quartiers pour améliorer tout ce qui est bâti, pour améliorer tout ce qui est visuellement, en tout cas, le cadre de vie des habitants, on n'a pas forcément une satisfaction. Donc on fragilise vraiment les investissements, surtout lorsqu'ils sont forts, si on n'arrive pas à accompagner cet investissement par une amélioration de la compréhension de son environnement par les habitants et de comprendre comment ils peuvent avoir accès aux services publics qui leur sont offerts. Donc voilà pourquoi, tout naturellement, dans mon rôle de vice-président de cette grande métropole, qui a à cœur de piloter ce nouveau programme de rénovation urbaine, je me suis dit que cette préoccupation, elle était primordiale et qu'il fallait que nous puissions, à cette échelle supérieure métropolitaine, puisque la métropole Aix-Marseille-Provence, ce sont 20 quartiers qui sont concernés par des projets urbains avec des investissements très conséquents par les collectivités et par les bailleurs.
d'ailleurs, et que la métropole est particulièrement impliquée aussi dans ces quartiers par un panel large d'exercices de compétences dans le quotidien des habitants de ces quartiers. Et donc, vous avez une stratégie, M. Alvarez? Oui, parce que dans notre organisation métropolitaine, on a aussi plusieurs niveaux d'intervention. C'est-à-dire que moi, je m'occupe du niveau supérieur. Et notre métropole est organisée en territoire, puis en commune. Donc voilà pourquoi nous avons décidé, à notre niveau, pour le pilotage stratégique, de lancer des études stratégiques, et notamment une sur la gestion urbaine de proximité, pour définir une méthodologie, une feuille de route, une manière de faire pour que chaque quartier, chaque commune et chaque territoire puisse bénéficier de cette ressource. Donc, nous avons imaginé de mener 7 études stratégiques que nous déclinons en 3 temps, et nous en sommes pour l'instant au premier temps, puisque notre étude prendra fin en juin 2022. Donc, un temps de bilan qui nous permet de mener une prospection nationale pour que nous puissions tirer les enseignements de 10 années de projets de gestion urbaine de proximité dans ce renouvellement urbain. Ça nous permet aussi de tirer aussi un benchmark de ce qui se passe sur les démarches inspirantes qui peuvent se passer partout en France. Et nous aurons d'ailleurs des témoignages tout à l'heure. Un deuxième temps de cette étude qui sera consacré à la définition des orientations que nous aurons partagées et avec les élus et avec les acteurs de cette rénovation dans les quartiers pour que nous puissions constituer ce socle commun que je vous ai dit métropolitain qui pourra être cette boîte à outils qui nous permettra de proposer à chaque territoire une méthodologie de fonctionnement. Et puis enfin, troisièmement, une mise en œuvre stratégique et opérationnelle de l'organisation des coopérations entre les acteurs et la capitalisation des ressources. Et je pense que ce sera le temps pour nous, je crois, de pouvoir organiser aussi une grande journée dédiée à cette gestion urbaine de proximité pour que nous puissions présenter cette étude. Bon, comme je vous l'ai dit, nous en sommes à cette première étape pour l'instant. Nous en sommes à cette première étape de bilan et de prospection que nous avons pu étudier et nous avons pu nous rendre compte que finalement, cette volonté, elle rejoignait les attentes de plusieurs autres territoires. Et je pense notamment à nos collègues de la métropole d'Angers, dont nous trouvons très intéressante l'organisation pour associer les gestionnaires au plus tôt possible dans les projets, parce que c'est vrai qu'il faut qu'ils mesurent de quelle manière les choses vont se dérouler pour qu'ils puissent s'organiser eux-mêmes. Et puis la métropole de Rennes qui a favorisé un volet insertion dans toutes les démarches de gestion urbaine de proximité, ce qui me touche profondément du point de vue des délégations que je porte au niveau métropolitain. Donc, à Marseille, on a envie d'avancer, mais on accueille tout ça avec beaucoup d'humilité parce qu'on sait encore le chemin qui nous reste à parcourir, mais nous avons vraiment à cœur de prendre vraiment en main ce qui comportera l'argent qui aura été investi sur la rénovation urbaine pour que les habitants au quotidien puissent se sentir pris en compte. Ce que je peux me permettre de vous dire, c'est quel enseignement on peut tirer à ce moment du bilan des démarches de gestion urbaine de proximité. Donc, 3 grands constats. Le premier, c'est qu'on a quand même pas mal d'acquis au sein du milieu professionnel métropolitain en charge de la rénovation urbaine et de la politique de la ville, parce qu'en 10 années, les équipes de terrain du renouvellement urbain ont quand même développé une forme de connaissance et une forme d'initiative qui nous ont permis de déployer une palette d'outils sur les gestions urbaines et notamment pour déclencher des interventions spécifiques en réponse des difficultés qu'il peut y avoir sur des secteurs de renouvellement urbain. Je pense aux encombrants où il a fallu imaginer des réponses immédiates et notamment aussi l'entretien des espaces en friche. Donc, nous avons aussi un panel d'actions qui ont été menées et qui sont très porteuses. Je pense notamment à lorsque l'on associe les gens des quartiers, on fait des visites de sites où on explique comment les choses vont se faire, travailler avec les habitants dans des instances qui leur permettent aussi de pouvoir dire ce qu'ils veulent de leur quartier, comment ils voient la vie dans leur quartier. C'est des choses qui existent et qu'il faut valoriser parce qu'elles sont concrètement très importantes. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les organismes des services gestionnaires de droit commun, eux, des fois, ne sont pas adaptés du tout et leur gestion reste trop cloisonnée. Donc, on s'est aperçu qu'il faut vraiment que nous soyons vraiment en transversalité et les associer au plus tôt, comme je disais tout à l'heure, pour que la prise en compte des futurs équipements qui naissent de cette rénovation urbaine, qui apparaissent lorsqu'on les met sur papier et qu'on les partage avec des architectes comme super. Mais en fait, dans la concrétisation, après, quand il faut les gérer, si on n'a pas associé au plus tôt ceux qui vont en être responsables,
on fait face à des problèmes. Et on s'est aperçu que les expériences passées nous ont démontré que nous n'avons pas associé assez tôt les gestionnaires à ces sujets-là. Et Eh bien, écoutez, oui, enfin. Voilà. Et enfin, on s'aperçoit que la démarche de gestion urbaine de proximité, c'est vraiment un levier fort d'innovation sociale dans les quartiers prioritaires de politique de la ville pour trouver des solutions. Et ça, ce sont des choses qui sont intéressantes parce qu'on peut inventer de nouvelles manières, notamment de pouvoir, en associant les habitants des quartiers, en imaginant, comme nous l'avons fait à la métropole Aix-Marseille-Provence, des budgets participatifs en fonctionnement pour organiser des choses dans les quartiers, en travaillant très tôt aussi sur la temporalité. Parce que lorsqu'on fait de la rénovation urbaine, c'est très long. Et les habitants, ils ne voient pas immédiatement les choses qui se passent à la fin. Ils ne se projettent pas. Donc, il est important aussi d'inventer des temps à l'intérieur du programme pour que, sur des rénovations de bancs, d'espaces publics, faire intervenir des associations pour que les gens s'approprient ces quartiers-là, c'est quand même quelque chose qui permet justement tout au long du projet vraiment d'avoir cette association des habitants des territoires et puis aussi l'innovation sociale au travers de l'arrivée dans ces quartiers, des chantiers d'insertion et de pouvoir justement associer et tirer vers l'emploi des gens, des habitants de ces quartiers qui peut très concrètement se transformer. Moi, j'ai des témoignages directs d'habitants qui disent quand c'est les services du bailleur qui entretiennent, c'est pas bien fait. Par contre, quand on voit des chantiers d'insertion avec des habitants des quartiers, avec un peu plus de main-d'œuvre qui s'attache à ce que le quartier soit beau, c'est beaucoup plus réussi. Et on s'aperçoit donc que pour que les gens vivent bien cette rénovation urbaine, il faut aussi qu'ils vivent bien dans leur quartier pendant la rénovation et surtout après la rénovation pour que notre investissement soit rentabilisé. Merci beaucoup, M. Alvarez. Vous avez vous-même lancé en quelque sorte un petit peu la perche à nos autres intervenants. Vous allez voir que d'ailleurs, il y a un bailleur avec nous. Il y a bien sûr aussi Pascal Gauthier à Angers. Je vais commencer par lui parce que vous avez développé, donc effectivement, ça a été souligné par M. Alvarez, un mode de gestion qui visiblement rayonne à travers la France. Là, hein. Vous avez fait quelque chose de très original, Pascal Gauthier, non? Notamment dans les deux quartiers de Montplaisir et de Belle-Baye, c'est ça? Oui, tout à fait. On a mis en place un dispositif et ça a été souhaité par le maire d'Angers et président d'Angers-Loire Métropole, Monsieur Christophe Béchu, qui a souhaité vraiment mettre en place un dispositif qu'on appelle ici la GUP renforcée, spécifiquement sur les deux quartiers en PRU qui sont Belle-Baye et Montplaisir, mais également sur les 4 quartiers en politique de la ville. Alors, cette GUP renforcée, à quoi sert-elle? Elle sert principalement effectivement à faire plus que ce qui existe aujourd'hui en droit commun, de mettre en place des interventions pour répondre à la spécificité en fait, des usages, et plus particulièrement des mésusages sur les différents espaces, faire mieux également pour s'adapter et permettre effectivement de faire pour le cadre de vie des Angevins une réponse réactive, adaptée, rapide, coordonnée, de telle sorte qu'on puisse répondre de façon très rapide aux sollicitations. Alors les sollicitations, elles viennent des Angevins eux-mêmes, principalement, puisque c'est une démarche participative où en fait on a une remontée en fait des besoins des Angevins via plusieurs outils que sont les journées de quartier, les permanences des adjoints, les diagnostics en marchant, les balades urbaines, enfin, je dirais les outils qu'on utilise en matière de démarche participative. Et à partir de ces éléments en fait identifiés en matière de besoins, cela nous permet de construire un plan d'action annuel par quartier. Et ce plan d'action annuel par quartier, donc, il a plusieurs leviers de financement qui sont, vous le voyez sur la diapositive en bleu, en bas, qui sont 4 leviers extrêmement importants. Le droit commun, évidemment, de la ville et d'Angers-Loire Métropole sur ces différents quartiers. Ce qu'on appelle la TFPB, donc la taxe foncière sur les propriétés bâties, donc l'exonération de la TFPB des bailleurs qui nous aident effectivement pour gérer des demandes sur le patrimoine, évidemment. Les concessions d'aménagement, où on a spécifiquement des lignes JUP pour la question de l'aménagement, notamment des espaces publics, et puis ce fameux budget renforcé
qui permet effectivement de pouvoir être extrêmement réactif. Alors, les axes, je dirais, stratégiques extrêmement importants sur lesquels on agit, vous les connaissez tous par cœur, hein. C'est la question de la propreté urbaine, la question de la concertation, de la participation des habitants, l'information et la gestion sur les chantiers et le quartier en chantier. Ça, c'est fondamental, étant donné qu'on a des volumes, en fait, effectivement, d'investissement et de chantiers à faire sur les quartiers qui sont considérables. Un autre item extrêmement important, c'est la question de l'amélioration des déplacements, des circulations douces et la favorisation de la mobilité. Et en grande partie, une grande partie des actions sont liées au maintien de la qualité du cadre de vie sur les quartiers concernés. Alors, il y a deux actions qu'on a mis un peu en lumière là sur le diaporama. Monsieur Alvarez en a un petit peu parlé, c'est la question des encombrants, par exemple, où sur différents quartiers, vous pouvez avoir eh bien, un frigo, un canapé, des gros électroménagers qui sont positionnés au droit des conteneurs enterrés. Donc, c'est la question de la gestion de ces encombrants. Notre service déchets classique à l'échelle d'Angelo Métropole a du mal à gérer de façon très spécifique cette question des encombrants. Et donc, l'action GUP renforcée permet de faire appel à un prestataire privé qui passe tous les 15 jours sur des points particuliers où on sait qu'il y a des encombrants systématiquement qui sont déposés par les populations. Et donc, il y a un ramassage systématique, effectivement, qui est fait par ce prestataire. Ensuite, on a d'autres actions qui sont liées au cadre de vie, notamment sur la question de l'urbanisme transitoire et la gestion des friches après démolition des bailleurs. Donc là, on a un dispositif qui permet, je dirais, de mettre en place des actions occupationnelles et sociales pour cet urbanisme transitoire. Alors, le budget qui est consacré à cette JUP renforcée, il est d'environ 400 000 euros, répartis à 200 000 euros à peu près sur les deux PRU et 200 000 euros sur les 4 quartiers en politique de la ville. Donc, vous voyez sur le tableau qu'on a en moyenne entre 44, 45, 50 actions par an, très ciblées, effectivement, qui sont travaillées à partir du mois de septembre pour l'année N+1. Et donc, ça permet effectivement de pouvoir gérer de façon rapide les demandes des habitants qui nous sont remontées. Alors, les process et les méthodologies, Monsieur Alvarez en a un petit peu parlé sur la question de la prise en compte des gestionnaires dans la conception notamment des espaces publics par notre aménageur. Elle est fondamentale. Nous, on a mis un dispositif qui est en place depuis à peu près 3 ans, qui permet effectivement de mettre, je dirais, au centre du dispositif de conception des espaces publics les futurs gestionnaires. Et donc, la méthodologie permet effectivement d'interroger les gestionnaires et les futurs utilisateurs du lieu concerné dès l'esquisse et dès la conception des espaces. Cela permet effectivement de garantir la bonne gestion future de ces espaces publics, parce que vous pouvez concevoir un espace public merveilleux et très cher, mais s'il n'y a personne pour le gérer, il ne va pas durer très très longtemps, et donc il va finir par être vécu plutôt comme, je dirais, un mésusage plutôt qu'une amélioration. Ensuite, on a mis en place un dispositif de remise d'ouvrage qui permet effectivement également d'être bien d'accord sur le timing de remise d'ouvrage et d'ouverture à la population, au public, qui permet effectivement de pouvoir gérer cette question liée à la mise en service notamment de l'espace public qui est réalisé. Alors le calendrier, vous le voyez à l'écran, c'est le calendrier de la JUP renforcée. Donc c'est un dispositif en fait qui, au long de l'année, permet, par l'intermédiaire de points intermédiaires, effectivement, de gérer cette question de l'avancement, de l'état d'avancement, effectivement, des différentes actions. Et on mobilise quand même beaucoup les services techniques gestionnaires de la ville et d'Angelo Métropole, mais également les bailleurs, parce qu'on en a 5 ici à Angers, qui participent effectivement à cette question de la GUP renforcée.
Voilà. Merci C'était assez beaucoup. rapide. Merci Pascal Gauthier, vous avez vraiment tenu le temps, c'est parfait. Alors on va tout de suite passer la parole à Cécile Bellard-Duplantis, puisque vous dirigez donc, j'allais dire, l'office majeur de la métropole de Rennes. Donc vous aussi, vous avez, je crois, une vision d'abord hein, de cette question de la gestion un peu particulière, d'après ce que j'ai entendu dans la préparation. Oui, bon, bonjour à tous. Je voudrais pas être trop redondante avec messieurs Alvarez et Gauthier qui ont déjà dit beaucoup de choses. Donc moi, je vais essayer d'éclairer les choses de la fenêtre du bailleur social. La gestion, pour nous, c'est central dans notre activité. 60% de l'effectif de l'office se consacre à la gestion. Un office public de l'habitat, par définition, ça construit du patrimoine pour le gérer. Ça assure la pérennité de ce patrimoine, ça assure une relation dans la durée avec ses locataires. Donc forcément, la gestion, elle se trouve au cœur de notre activité. Alors, nous, on a choisi d'avoir une organisation extrêmement décentralisée hein, de cette gestion, et c'est un choix qu'on a fait depuis longtemps, et une organisation très décentralisée qui repose sur 3 grands principes. Un premier principe d'internalisation, un deuxième principe de différenciation et un troisième principe de coproduction. Alors, au-delà des mots, en quelques mots, je vais essayer d'être courte, hein, qu'est-ce que nous mettons derrière ces principes? L'internalisation, d'abord, ce qu'il y a derrière ça, c'est le constat que nous avons fait. Alors, je m'inscris peut-être en faux avec ce qu'a dit M. Alvarez tout à l'heure, mais c'est que nous, on constate que le service, il est mieux rendu quand on le rend nous-mêmes. Et d'ailleurs, les retours de satisfaction des locataires nous le confirment. Les salariés se sentent davantage responsabilisés que lorsque l'on confie ces prestations à des entreprises extérieures. Ils sont managés en direct, ils sont formés en continu, mais surtout, ça nous permet de leur confier des missions élargies qui dépassent le seul cadre technique de l'entretien des parties communes ou des petits travaux. Hein. Pardonnez-moi. Ça nous permet aussi de leur confier des missions relationnelles extrêmement importantes. Et d'ailleurs, concrètement, ça se traduit par des agences implantées au cœur des quartiers, et ça se traduit aussi et surtout par des gardiens d'immeubles qui sont logés sur les secteurs sur lesquels ils travaillent. Le deuxième principe, c'est un principe de différenciation, parce que pour atteindre un même objectif de qualité de service, on se rend bien compte qu'on a besoin de mettre en place des moyens différents selon les situations patrimoniales, sociales, les systèmes d'acteurs qui sont en place sur les territoires. Et nous avons, nous, à l'échelle de l'ensemble du patrimoine, donc c'est 17 000 logements, hein, en gros, Archipel Habitat, nous avons classé notre patrimoine par typologie en fonction de ses réalités patrimoniales, spatiales et de systèmes d'acteurs. Et nous avons défini à la fois des moyens adaptés à ces différentes typologies de territoires, mais aussi des feuilles de route, des projets de gestion de site qui sont là aussi supposés répondre aux enjeux qui sont propres à chacun des territoires. Et puis enfin, derrière ce principe de coproduction, il y a la conviction que les locataires sont les plus légitimes à décider ce qui est bon pour leur cadre de vie, et qu'ils sont aussi particulièrement bien placés et légitimes à revendiquer de participer à sa gestion du quotidien, de ce cadre de vie, et aussi à ses transformations plus profondes. Donc ça veut dire non seulement, et mes prédécesseurs ont dit, que les projets de réhabilitation ou de rénovation urbaine doivent être conduits avec les habitants, mais aussi que la gestion du quotidien doit être assurée en relation étroite avec eux. Et puis, évidemment, derrière ce principe de coproduction, il y a aussi l'articulation entre les interventions des différents professionnels hein, qui sont en charge de la gestion des quartiers. Et au-delà de la gestion du bailleur, il y a bien sûr celle qui est assurée par les services des collectivités locales, les services sociaux ou les services de l'État, et notamment sur la question de sécurité et de médiation. Donc, on voit comment ça s'organise à l'échelon d'un quartier. Si vous pouvez être plus concrète encore, nous donnant cet exemple-là, peut-être, par exemple, du quartier de Maurepas. Oui. Alors, le quartier de Maurepas, pour Archipel, hein, je vous disais 17 000 logements tout à l'heure. Le quartier de Maurepas, c'est presque 1700 logements, avec 1400 logements sur lesquels porte plus précisément le projet de rénovation urbaine. Et je parlais de différenciation tout à l'heure. Sur le quartier, en fait, on a une double logique de différenciation. Une première qui tient, comme ailleurs, aux spécificités patrimoniales, spatiales, sociales et au système d'acteurs dont je parlais. Et puis une deuxième logique de différenciation qui est plus spécifique et qui tient au projet de renouvellement urbain, et plus spécifiquement à un projet de renouvellement urbain qui a mis la mixité sociale
comme boussole en fait de tous les projets engagés, qui a vraiment fait de cette mixité sociale un enjeu prioritaire. Et c'est la conjugaison en fait de ces deux natures d'enjeux, celles qui tiennent ceux qui tiennent aux spécificités du quartier d'un côté et ceux qui tiennent au projet de rénovation urbaine de l'autre, qui nous ont conduit à définir d'abord un projet de gestion et puis ensuite l'organisation nécessaire pour le mettre en œuvre. Alors peut-être en quelques mots encore, hein, ce qui définit ce projet de gestion, les quelques principes qui le guident. Le premier, c'est la conviction que ce projet de gestion est aussi important que le reste pour atteindre les objectifs de mixité sociale dont je parlais à l'instant. La mixité sociale, elle passe certes par des investissements importants pour la diversification et la requalification de l'habitat. Elle passe aussi par des actions importantes sur les attributions, avec tout ce que ça peut supposer de résultats attendus en termes de diversification de l'occupation, mais ça va passer aussi, et de façon aussi importante, par des parcours résidentiels internes au quartier et par la façon aussi dont on va pouvoir offrir aux habitants du quartier des opportunités d'insertion sociale et professionnelle au travers du projet que nous menons. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est que, c'est une conviction encore, c'est qu'il faut en faire plus ici qu'ailleurs pour donner envie d'habiter le quartier. Donner envie à ceux qui y habitent déjà d'y rester et puis donner envie à ceux qui s'en font une image parfois erronée, enfin c'est ce qu'on pense, d'y venir. Et donc au-delà des investissements sur le bâti, des ambitions qu'on s'est fixées en matière de qualité architecturale, urbaine des espaces, il y a évidemment cette qualité de service qui doit être au rendez-vous. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Monsieur Gauthier, c'est-à-dire que un beau hall, c'est bien, mais un hall propre, c'est mieux. Donc, il faut évidemment que la qualité de service soit au rendez-vous. Mais aussi, ce qu'on s'est dit sur ce quartier-là, c'est qu'il fallait sans doute qu'on se fixe des objectifs supérieurs aux standards qui est le nôtre sur le reste du patrimoine, parce qu'on avait besoin de compenser un déficit d'image et qu'il fallait sans doute que on vise une forme d'excellence sur le quartier et donc une sorte même des standards habituels. Et puis le troisième principe, c'est qu'il y a un certain nombre d'objectifs de court terme. Il faut qu'ils rendent supportables les travaux pour ceux qui vont les subir pendant un certain temps. Il faut qu'ils permettent aussi aux habitants, à certains habitants d'attendre leur tour. Parce qu'on ne va pas réhabiliter tous les logements en même temps, parce que pour certains, les travaux n'interviendront que dans 3 ou 4 ans. Donc il faut qu'on puisse faire un certain nombre de travaux d'attente aussi pour ces locataires-là. Et puis, il faut enfin que ce projet de gestion préfigure la gestion d'espaces futurs qui ne seront plus tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui, puisqu'on aura davantage d'espaces partagés, par exemple, mais et aussi avec des habitants qui ne seront plus tout à fait les mêmes que ceux d'aujourd'hui, parce qu'on va, au travers de la diversification de l'offre, par exemple, introduire un peu d'accession à la propriété dans le patrimoine existant. Merci. Je vous propose de nous arrêter là parce qu'on vous entend pas très bien. Concrètement, l'organisation mise en place, et là aussi, je vais essayer d'y aller à la serpe pour ne pas prendre trop de temps, ce sont des moyens humains et financiers plus importants qu'ailleurs. Sur les 1400 logements qui constituent le cœur du quartier, on a 15 personnes qui constituent l'équipe de relation étroite avec l'équipe projet, qui elle aussi intervient évidemment sur le quartier. Voilà, on avait quelques petits soucis de son, Madame Bellard, donc je vous propose de revenir sur l'organisation dans un instant, le temps de stabiliser la liaison avec vous. Comme on est à la mi-temps de cet atelier, on va lancer un deuxième sondage. On va vous demander, à vous tous qui nous écoutez, si vous avez un projet de gestion, comme le demande Je vois que je continue à bouger, mais... qui est mis en place. Oui, non, mais l'image, ça va, mais le son était un peu saccadé sur la fin. Je reprends ou... Non, je vous propose de revenir dans un instant, parce qu'on va essayer de stabiliser la liaison avant de vous reprendre.
Donc, on va revenir de toute façon avec vous tous les trois, avec les questions d'ailleurs qui vont arriver. Et donc, j'en ai une, moi, à lancer auprès du public. Est-ce qu'un projet de gestion comme le demande l'ANRU est en place dans le quartier en renouvellement où vous intervenez ou que vous connaissez? Voilà. Est-ce qu'un projet de gestion est en place ou pas? Vous nous répondez, s'il vous plaît, avec la petite sur l'écran qui apparaît normalement sur votre écran. Sur la question qui apparaît, pardon, sur votre écran. Et on va voir les résultats dans un instant. Peut-être le temps que Jean Bouvier nous donne quelques conseils pratiques. Hein, on en a vu déjà pas mal avec ce qui vient d'être dit. Mais peut-être pour résumer le propos avant qu'on lance le dialogue avec nos participants, Jean Bouvier, est-ce qu'il y a des choses qui sont à prendre en compte dans la gestion, pour s'y mettre quelque part et pour avoir du résultat? Oui, alors je vais pas être très original, mais je vais reprendre d'ailleurs ce qui a été dit par nos intervenants. À mon avis, il y a déjà un premier conseil, c'est de faire travailler les gestionnaires avec les maîtres d'ouvrage. Donc, on ne peut pas travailler sur la gestion dans le renouvellement urbain si on ne les fait pas bosser ensemble. Alors, Pascal Gauthier n'a pas eu le temps de le dire, mais par exemple, pour mettre au point leur processus de mise en service et de réception d'ouvrages, ils ont travaillé, je crois, 2 ans pour mettre au point ce processus qui est très important, très intéressant. Voilà, donc il faut absolument faire travailler les gestionnaires et les maîtres d'ouvrage ensemble. La deuxième chose concernant la gestion urbaine de proximité, c'est de partir du terrain. Alors ça a été dit aussi par tous, je crois. Et c'est donc, alors on parle des diagnostics en marchand, bien sûr, c'est connu, c'est pratiqué, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut interroger les habitants et notamment faire des enquêtes. Ça, c'est beaucoup plus dur. On s'aperçoit que les opérateurs ont beaucoup plus de mal à interroger les habitants. Alors, on prend multiples prétextes pour dire qu'on n'a pas besoin de le faire parce qu'on connaît, on sait ce qu'ils veulent, etc. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il faut les interroger. Alors, il y a des techniques d'enquête simples, pratiques, qui peuvent permettre de faire remonter ce que les habitants apprécient dans la gestion du quartier et les problèmes qu'ils rencontrent et les attentes qu'ils ont. Et c'est quand même la moindre des choses, puisque la gestion, ça sert à faire bien fonctionner le quartier et à avoir une vie quotidienne pour les habitants qui soit la meilleure possible. Donc, il ne faut pas se priver de les interroger, et je pense qu'il faut pouvoir le faire d'une façon ou d'une autre. Et voilà. Le troisième conseil pratique, si j'ai un peu de temps encore, Pascal. Allez, encore une minute. C'est ce qu'on appelle la participation, c'est-à-dire, je parlais des habitants, il faut qu'ils s'expriment pour dire où sont les problèmes, où sont les attentes, mais ensuite, il faut pouvoir travailler avec leurs représentants, ceux du conseil citoyen, ceux de l'association de locataires, des amicales de locataires, des associations, pour construire avec eux un petit peu la stratégie du projet. Alors je crois que ça a été évoqué par Cécile notamment, cette co-construction, mais elle est très importante. Et on va la retrouver dans l'organisation, dans les dispositifs de travail où on va associer ces représentants d'habitants. On ne peut pas travailler avec tous les habitants, il faut le rappeler. Quand on dit la participation des habitants, il faut qu'ils s'expriment à travers des enquêtes, mais après, il faut travailler avec un certain nombre d'habitants qui sont impliqués. Et il y en a. Et on n'a pas besoin de travailler avec 50 habitants, mais si on a un noyau d'habitants comme on l'a dans les conseils citoyens, on fait la formation à l'école du renouvellement urbain des conseillers citoyens, donc je le rappelle, mais c'est important de pouvoir travailler avec eux. Quatrième chose peut-être, de façon pratique, je pense que le projet de gestion, il ne peut pas tout couvrir. Le projet de gestion dans un quartier, la gestion, elle est multiforme, elle concerne plein de thèmes, plein d'opérateurs, plein de personnels. Mais le projet de gestion dans le projet de renouvellement urbain, il va falloir qu'il s'attaque aux problèmes les plus évidents qui vont diminuer l'attractivité du quartier. Donc, sur la gestion du quartier, Cécile en a parlé, je crois aussi, il s'agit de s'attaquer à ces problèmes-là, pénalise l'attractivité du quartier, première chose. Et puis, deuxième chose, d'anticiper effectivement les problèmes qui peuvent être liés au chantier, d'une part, à la transformation urbaine, et, on l'a dit, et d'autre part, aux nouveaux ouvrages qui vont être livrés. Donc, il ne s'agit pas, encore une fois, de tout couvrir, d'avoir un projet qui va aller dans le moindre détail de tout ce qui fait la gestion du quartier. Mais par contre, de cibler ce qui
peut être considérée par les gestionnaires collectivement comme faisant problème aujourd'hui dans la vie quotidienne des habitants et demain par rapport aux projets urbains et à tous ces ouvrages qui vont être en chantier et qui vont être livrés. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, donc des questions déjà nous sont arrivées sur la question de la place des habitants, hein, des associations. On voulait quand même d'abord avoir le résultat du sondage qu'on a lancé tout à l'heure. Est-ce que le sujet de la gestion urbaine est davantage pris en compte par vos décideurs depuis la crise sanitaire? C'est pas tout à fait la question qu'on a posée, mais je vois que vous y avez quand même répondu, donc tout va bien. Voilà, donc effectivement, la gestion urbaine, eh ben, elle est un peu reprise en compte. 1 sur 3 environ d'entre vous disent ça, mais les 2 autres ne disent pas ça. C'est vrai qu'on a dû avoir un changement de question là-dessus. Merci en tout cas, Jean, pour ces précisions. Je vais laisser donc Cécile Bellard-Duplantis nous préciser l'organisation, mais vraiment très court pour qu'on puisse enchaîner sur les questions de nos participants très rapidement. Oui, alors je ne sais pas à quel moment j'ai été interrompue. Et vous étiez sur l'organisation précise à l'échelle d'un quartier, je crois, hein, du quartier de Montfort. D'accord. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que au-delà des principes, je pense que vous m'avez entendu sur les principes, l'organisation qui en découle, ce sont des moyens humains et financiers plus importants, je disais, avec 15 personnes qui composent l'équipe de proximité, donc ça fait 1 personne pour 100 logements, vous voyez, et qui travaillent en articulation étroite avec l'équipe projet qui, elle, va être davantage en charge et des travaux et des relogements et de la concertation, du DSU d'une façon générale. Et tout ce beau monde travaille au cœur du quartier. C'est extrêmement important de travailler ensemble parce qu'il y a de l'émulation réciproque et de la coopération sur la mise en œuvre du projet. Mais il y a aussi, ça facilite la prise en compte de la maîtrise d'usage des gestionnaires aux côtés de la maîtrise d'usage des habitants, la maîtrise d'usage des gestionnaires dans la fabrication du projet urbain. Et puis, ça permet aussi de reconnaître ces gestionnaires du quotidien dans leur rôle d'interface avec les habitants en tant qu'ambassadeurs du projet, mais aussi en tant que relais majeur de la parole du quotidien des habitants. Et parce que cette concertation, cette coproduction et cette cogestion, parce qu'on le pousse jusque-là, on essaie de l'ouvrir, nous, à tous les habitants qui en ont envie. C'est-à-dire qu'il y a les relais constitués, les associations de locataires, le conseil de concertation locative, le conseil citoyen, mais on essaie de travailler avec l'ensemble des habitants et en étant sur des logiques de coproduction extrêmement importantes. Pour vous donner un rapide exemple, sur les requalifications des tours, nous avons associé les habitants dès le choix des maîtrises d'œuvre, c'est-à-dire même avant de commencer à travailler concrètement sur le projet, pour que véritablement le projet, ce soit le leur et dans l'intégralité de ses dimensions. Et juste pour finir, je pense qu'il est important aussi de bien travailler tout ce qui est passerelle entre nos dispositifs de gestion et de proximité, nos interventions, et tout ce qui est dispositif d'insertion professionnelle et de qualification sur les secteurs, ce que nous faisons au travers de chantiers d'insertion, d'une école de la proximité que nous avons créée, de l'auto-réhabilitation. C'est aussi ce qui fait qu'à un moment donné, la mayonnaise générale prend. Parce que pour nous, l'idée est de parvenir, la finalité ultime, c'est de parvenir à mettre en œuvre vraiment une nouvelle culture de la gestion de proximité qui s'éloigne le plus possible d'une relation client-fournisseur pour lui préférer une culture de cogestion de l'habitat social. Merci beaucoup. Voilà, on vous a bien entendu cette fois-ci. C'est tout bon, tout est bien rétabli, j'allais dire, techniquement en tout cas. Je vais tout de suite donner la parole à Martial Alvarez, parce que vous aviez encore des choses à nous dire, évidemment, mais peut-être aussi sur ces questions de stratégie et d'organisation. Vous disiez d'ailleurs tout à l'heure dans les slides que les services gestionnaires n'étaient pas toujours très adaptés à la gestion urbaine. Est-ce que vous allez faire évoluer ça? Est-ce que vous avez donc une stratégie pour cela? Allez-y. Non, mais dans tout ce qui a été dit, la stratégie, elle est bien entendu de pouvoir associer au plus tôt les habitants des quartiers. La vérité, c'est que quand on est un élu local et qu'on assiste à tous ces échanges avec des discussions très stratégiques, avec des mots très compliqués, la vérité, c'est qu'on a un passif qui est tellement lourd. Les résidents de ces quartiers se sentent tellement oubliés depuis tellement longtemps que le challenge de rénover et de s'occuper d'eux à nouveau est particulièrement complexe. Donc, quoi qu'il en soit, on a bien résumé la nécessité de comprendre que la gestion urbaine de proximité, c'est finalement la clé de la réussite de ces grands chantiers de rénovation. Dans le territoire d'Aix-Marseille-Provence Métropole, l'association des habitants, elle est vraiment forte parce que
déjà, par rapport à l'étude qu'on a menée, ils y sont associés depuis le début et ils seront jusqu'à la fin. On a créé les premiers budgets participatifs en fonctionnement pour que les habitants dans les quartiers puissent porter les projets tels qu'ils les voient pour eux, parce qu'ils n'ont plus trop confiance aux autres. Et pour reprendre, parce que ça a été mal interprété ce que je dis, moi je n'oppose pas les employés des bailleurs ou les employés des entreprises traditionnelles à ce qui peut se faire avec des chantiers d'insertion. Seulement, ce sont important aussi que les habitants des quartiers se sentent concernés et puissent voir aussi la main tendue vers le chemin du retour à l'emploi. Nous, à Aix-Marseille-Provence Métropole, quoi qu'il en soit, le cheminement qui est le nôtre, c'est vraiment de pouvoir organiser des ateliers métropolitains avec les élus et les directions générales adjointes de la métropole, des ateliers métropolitains de la gestion urbaine de proximité, de mettre en place une communauté des acteurs métropolitains de cette gestion urbaine de proximité et de partager ce projet avec un espace ressources, avec une boîte à outils qui pourra être utilisée pour que nous puissions réussir toutes les rénovations que nous conduisons dans les quartiers. Et puis surtout, et je pense que c'est important, c'est continuer à partager et de poursuivre la prospection nationale des expériences inspirantes que l'on peut voir autour de 2 événements que nous aimerions créer. Donc déjà, c'est programmer des visites avec 2 ou 3 délégations métropolitaines afin d'aller à la rencontre des territoires qui sont engagés sur ces sujets et qui ont de riches expériences pour nous apporter, parce qu'on a l'humilité de comprendre qu'il faut qu'on aille chercher aussi des sources inspirantes. Et puis enfin, à la fin de l'étude, comme je vous l'ai dit, organiser une journée nationale de la gestion urbaine de proximité en juin 2022, en lien avec l'ANRU et la NCT, pour que nous puissions partager la fin de ces travaux, de cette étude stratégique et de montrer que les réflexions que nous aurons menées peuvent être étendues aussi à ce moment-là avec les partenaires nationaux, parce que c'est un vrai challenge qu'on a, nous. Et moi qui suis un élu, donc qui suis un maire, j'ai tous les jours dans mon bureau des personnes qui se sentent oubliées par les gestionnaires des espaces publics. Des fois, c'est le maire, des fois, c'est la communauté de communes, des fois, c'est les bailleurs, des fois, c'est... Enfin, et il faut qu'on soit plus clair sur tout ça, et je crois que c'est des objectifs que l'on parcourt au travers des sujets de gestion urbaine de proximité. Et quand on aura rendu ça lisible, on pourra réussir nos programmes de rénovation. Parce que ce qui est difficile, et je le dis une fois de plus, c'est de... Et je comprends pourquoi les bailleurs et pourquoi la difficulté de pouvoir aller amener des enquêtes de satisfaction. Les gens, ils ont un tel sentiment d'oubli depuis longtemps que des fois, c'est tellement prononcé ce qu'ils disent qu'ils ne voient même pas les efforts qui sont faits et conséquents souvent des bailleurs pour améliorer les choses. Ils ne voient plus. Et là, on s'aperçoit que quand on met du lien et quand on crée des espaces de discussion, eh bien, on voit en effet qu'ils comprennent et qu'ils voient qu'en fait, on va vers un mieux. Et quand ils sont associés au mieux, ben, ça marche merveilleusement bien. Et c'est l'objectif qu'on poursuit parce qu'on est conscient que tout le monde fait des efforts. Merci beaucoup, belle perspective et en plus une perspective pour l'ANRU de se retrouver à Marseille, c'est formidable. On va donner la parole à Pascal Gauthier parce que Pascal Gauthier, dans votre présentation, vous parlez beaucoup de l'action de votre métropole, c'est normal, et des services de votre collectivité, mais assez peu des bailleurs. Alors, quelle est leur place dans le projet? Et puis, peut-être au-delà, quel est le mode de dialogue que vous avez mis en place entre les gestionnaires, les usagers, les concepteurs, les maîtres d'œuvre, etc. Alors évidemment, le rôle des bailleurs dans un projet de rénovation urbaine est évidemment fondamental. On a beaucoup d'interfaces avec eux, évidemment, pour travailler notamment sur les abords du bâtiment, les abords du patrimoine, c'est-à-dire la question de la gestion de la domanialité et de la limite entre le domaine privé et le domaine public. C'est une interface fondamentale qui doit être gérée. Nous, on ne s'occupe pas forcément, évidemment, de la question de la réhabilitation du patrimoine, mais bien de cette question comment l'habitant passe du trottoir de l'espace public vers le hall de son immeuble. Et donc, cette gestion de l'interface, des circulations douces, de la question de l'appropriation des abords de l'immeuble est fondamentale. La question du stationnement aussi, par exemple, est aussi extrêmement importante. Et donc, il y a une vraie collaboration avec les bailleurs sur cette question. Autre élément qui n'est pas parfait encore chez nous, et Madame Bellard en a un petit peu parlé, c'est la question de la gestion de l'attente. Lorsque un patrimoine doit être réhabilité dans les 5 ans à venir, c'est assez compliqué pour les habitants et les locataires de comprendre que l'immeuble d'à côté a été réhabilité en année N et le mien sera réhabilité en année N+5. Et ça, c'est quand même un peu compliqué, effectivement, à gérer pour nous,
Angers-Loire Métropole, mais aussi pour les bailleurs. Et donc, on travaille effectivement avec eux sur cette question de, on va dire, de l'investissement minimum pour l'amélioration des appartements qui sont les plus dégradés en attendant la réhabilitation lourde. Et ça, c'est vrai qu'on comprend, hein, l'investissement des bailleurs est quand même extrêmement important. Pour Angers-Loire Métropole, c'est à peu près la moitié du budget à l'échelle des 2 quartiers, donc, qui correspond à peu près à 400 millions d'euros, donc 200 millions d'euros d'investissement pour les bailleurs sur les 2 quartiers. C'est quand même considérable. Et on comprend bien que cette question de la gestion de l'attente est problématique. Et j'irai un petit peu plus loin parce que lorsque, en concertation, on discute avec les habitants dont le logement sera réhabilité dans 5 ans, c'est difficile pour cette personne-là de se projeter sur l'aménagement de l'espace public ou la question des gestions urbaines tant que son logement n'est pas, on va dire, dans un bon état. Et sa concentration est particulièrement investie sur sa question personnelle et c'est sur son logement. Voilà. Alors pour Cécile Bellard, peut-être une question dans le, j'allais dire presque inverse. Vous qui êtes une gestionnaire d'un office, comment vous voyez le rôle de la collectivité? Est-ce qu'elle aussi va aller dans le même sens avec un projet de gestion, d'après vous? Alors, on est évidemment en articulation étroite avec les partenaires qui interviennent sur le quartier. Hein. Moi, j'ai fait état d'une vision forcément un peu partielle des choses. Je pense qu'il y a 3 catégories de partenariats ou enfin, d'actions sur lesquelles se mettent en place des partenariats sur ces quartiers-là. Il y a une première catégorie qui relève vraiment de la gestion du quotidien, alors des espaces publics, de la voirie, des équipements. Et là-dessus, on est évidemment en articulation étroite avec les services de la métropole et de la ville qui sont en charge de la gestion des déchets, évidemment, qui sont en charge de tout cela. D'abord parce que parfois, et M. Gauthier l'a dit, les questions de domanialité font que pour un habitant, ce qui appartient au bailleur, ce qui appartient à la collectivité, finalement, c'est assez peu son sujet. Il faut que l'ensemble soit propre. Et on accepte les uns et les autres de parfois faire pour le compte de l'autre et on a des souplesses par rapport à ça. Après, on peut avoir des partenariats plus constitués aujourd'hui sur ce quartier, mais pas seulement sur ce quartier. On est en train d'expérimenter des nouvelles façons de gérer ce que certains appellent encombrants, ce que nous, on va appeler déchets volumineux. Chacun dans sa responsabilité en essayant de ne pas être sur des transferts de charges, notamment pour les locataires. Mais en tout cas, on essaie d'optimiser cette gestion de sujets qui sont vraiment à l'interface entre la collectivité et les bailleurs, je dirais, parce qu'il n'y a pas qu'Archipel Habitat, il y a aussi l'ensemble des autres bailleurs qui interviennent sur les QPV qui sont concernés. Il y a un autre champ d'action et de partenariat extrêmement important, c'est tout ce qui va être action sociale. On a les centres d'action sociale du département, on a tous les acteurs du secteur médico-social. On voit bien que l'accompagnement individuel des locataires, et notamment quand on parle de gestion de l'attente, mais même de gestion des travaux, on s'aperçoit au moment où on réalise des travaux, et les enquêtes sociales notamment avant réalisation des travaux, qu'il y a des gens pour lesquels ça va être extrêmement compliqué à vivre, et il est impératif qu'on travaille en relation étroite avec les services sociaux pour que ces travaux-là aussi soient supportables. Je disais supportables tout à l'heure, à tout point de vue. Et puis, il y a une troisième catégorie d'acteurs qui sont les acteurs en charge de la médiation, de la prévention, de la tranquillité publique, de la sécurité. Et là, évidemment, tout ce qui peut concourir à coordonner les interventions des uns et des autres, parce qu'on sait bien que parmi les dysfonctionnements de ces quartiers, il y a aussi ces questions-là. C'est extrêmement important. Et de ce point de vue, les GPO, les groupes partenariats opérationnels là, qui ont été mis en place sur les quartiers, enfin à Rennes, mais ailleurs aussi, pour nous, constituent une réelle amélioration dans l'articulation entre les interventions des uns et des autres. Et sur ce sujet, je finis juste pour dire que nous avons à Rennes, depuis, ça doit faire bien 25 ans maintenant, un dispositif de médiation de nuit qui est commun aux bailleurs et à la collectivité locale. Très bien, merci. Il y a un public dont on n'a pas parlé du tout, enfin si, un petit peu Jean Bouvier au tout début, c'est la question des copropriétés. On a une question de Jérôme Savignac qui nous dit, mais comment vous gérez l'organisation avec les copropriétés, les syndics, etc., etc. Qui veut répondre? Oui, je peux.
Allez, Pascal Gauthier, mais vraiment rapidement, parce qu'on est dans les Oui, dernières minutes de l'atelier. En 3 secondes, effectivement. Donc, ça, c'est une préoccupation chez nous qui est récente, moins d'1 an, où on met en place effectivement systématiquement des rencontres avec les différents syndics des copropriétés. On a un dispositif qui s'appelle Mieux vivre chez moi, qui permet effectivement de pouvoir aider à la réhabilitation lourde des copropriétés. Donc, forcément, il y a des financements qui sont attachés à ce dispositif. C'est valable pour les copropriétés, mais c'est valable également pour les propriétés, je dirais, privées individuelles, qui, elles aussi, ont besoin de ce type de dispositif et d'aide au-delà de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, notamment. Écoutez, merci beaucoup pour cette réponse rapide. Jean Bouvier, vous avez réuni toutes ces bonnes pratiques, ces conseils dans un guide, c'est ça, que va publier l'ANRU? Ouh là là, oui, bientôt, bientôt. Alors ça, c'est effectivement le scoop de l'atelier. Il devrait y avoir à la rentrée, je pense, la publication par l'ANRU qu'ils appellent un document point clé sur le projet de gestion. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les opérateurs du renouvellement urbain ont 15 lignes dans le règlement de l'ANRU sur le projet de gestion, et ils vont avoir là un certain nombre de pages qui vont un peu plus expliciter les attentes de l'ANRU en termes de points clés sur ce projet de gestion. Donc ça, c'est pour la rentrée. C'est à venir. Et au-delà, je crois qu'il y a toute une question autour de la montée en charge de la culture professionnelle, j'imagine, chez tous les acteurs que dont nous avons parlé. Je crois que M. Alvarez, vous êtes à fond sur ce sujet en ce moment, hein, de diffuser cette culture dans toute la métropole. C'est exactement, l'objectif, c'est ça. C'est en effet qu'on puisse partager au travers de cette question qui est centrale de la bonne transversalité de ce que nous devons faire tous ensemble, ces sujets de gestion urbaine. Et comme je le dis, quand on est maire, on est au cœur des problématiques parce que quand on est maire, c'est nous qu'on doit tout faire en vérité. Et l'habitant, il identifie le maire comme celui qui sait tout faire. Mais on s'aperçoit qu'on a quand même quelques difficultés et en travaillant ensemble, comme nous le faisons quand on mène ces chantiers de rénovation urbaine, on améliore nos process. Et c'est très important parce que l'habitant, lui, il a besoin d'avoir une photocopie simple de qui doit s'occuper de son quotidien et qui doit s'occuper de son environnement. Eh bien, vous répondez aussi à une demande de Clara Mousseau de Tours Métropole Val-de-Loire qui s'interrogeait justement sur le portage politique. Et c'est vrai que c'est tout un travail aussi de porter politiquement à l'échelle, en plus d'une métropole, avec des territoires comme vous les avez décrits, effectivement, cette culture particulière de la gestion. Je vous remercie en tout cas beaucoup de votre participation à toutes et à tous, hein, ceux qui sont avec nous comme intervenants, mais aussi ceux qui nous ont suivis, questionnés, les observations ont été prises en compte. C'est Alice Collet et Olivier Quinton qui ont centralisé tout ça, qui m'ont aidé également à préparer cet atelier. On les remercie, ainsi que les équipes techniques. Et je vous souhaite une très bonne journée pour cette série d'ateliers de plénière que vous allez suivre évidemment tout au long de cette journée de vendredi. À bientôt. Merci. Au revoir.